Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence conjointe des éditions du Septentrion de la Société historique de Québec et de la Société historique de Montréal, organisée en partenariat avec la station de Radio Galilée. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le muséologue Michel Côté pour parler de son livre « Passion de musée de Québec à Lyon », un ouvrage qui revient sur son parcours mais qui donne également des conseils aux gens qui s'intéressent au milieu de la muséologie et qui permet également aux gens qui visitent les musées de découvrir l'intérieur du musée, de découvrir un musée derrière les portes closes. À quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce qu'on monte une exposition? Quels sont les enjeux derrière la vie des musées? Et donc, bonjour Michel Côté. Bonjour. Je vous présente brièvement mon invité pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Michel Côté a été directeur du Musée de la civilisation à Québec et concepteur-directeur du Musée des Confluences à Lyon. Il a également été président d'ICOM Canada et membre du conseil d'administration du Conseil international des musées à Paris. Il est titulaire de la Légion d'honneur, membre de l'Ordre national du Québec et officier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Michel Côté a également reçu un doctorat honoris causa de l'École normale supérieure de Lyon pour souligner son travail de muséologue. Et aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir pour parler de son livre et découvrir un peu à quoi ça ressemble un musée. Avant de nous plonger plus amplement dans votre ouvrage, on aimerait ça en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la muséologie? Oh, c'est une belle question et une grande question en même temps. Dans le fond, c'est le contact avec les musées qui donne le goût des musées, dans le fond. C'est en fréquentant la culture en général, les musées en particulier, que j'ai découvert un peu que c'était un univers passionnant, qu'il y avait des choses à apprendre, mais surtout qu'il y avait des choses aussi à diffuser. En fait, pour être même plus précis, je vous dirais que c'est en découvrant un musée à Stockholm, le Nordicon-Museet, qui expliquait un peu la société suédoise. Et pour un étranger qui allait dans ce musée-là pour essayer de comprendre la société suédoise, j'ai trouvé que c'était excessivement bien expliqué. Et je me suis dit, quel beau métier que de pouvoir raconter effectivement une société, essayer de la décrypter et de la décrire à un public. Et c'est à suite de ça que je me suis évidemment passionné. Et c'est vrai que en parallèle, en faisant une maîtrise dans l'administration publique, je travaillais sur le rôle des conseils d'administration dans les musées et le rôle avec la relation avec les directeurs des musées. Il y avait, semble-t-il, quelques problèmes et donc j'avais étudié cette question-là plus en profondeur. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert la réalité du réseau des musées québécois, dans le fond aussi, parce que ça m'a amené à visiter plusieurs petits musées, moyens musées, grands musées, pour pouvoir comprendre comment fonctionnaient ces institutions-là. Et c'est en creusant que j'ai accentué, dans le fond, ma passion. Et on l'a mentionné, vous avez œuvré au Musée de la civilisation à Québec et au Musée des Confluences à Lyon. Plusieurs de nos auditeurs connaissent ces deux institutions, mais certains ne les connaissent peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement les deux musées? Bon, dans le fond, le Musée de la civilisation est un musée de société, est un musée qui essaie de comprendre la société. Bien sûr, la société québécoise, il est ancré au Québec, mais il s'est intéressé aussi, je dirais, au monde en général. Le Québec n'est pas isolé, il est en relation avec d'autres sociétés, donc essayer de comprendre et de décoder le monde. Donc, c'est un musée pluridisciplinaire. Donc, il n'est pas uniquement un musée d'histoire, de sociologie, d'anthropologie, mais c'est un musée qui utilise toutes les disciplines pour essayer d'expliquer un peu la société, non seulement la société québécoise, mais les sociétés en général. Et qui a une longue histoire. On pourra revenir sur cette histoire, si vous voulez bien, pour essayer de comprendre d'où vient le Musée de la civilisation. Alors qu'à Lyon, le Musée des Confluences vient aussi d'une génération. Il est né du Musée Guimet d'histoire naturelle. Guimet était quelqu'un qui s'était intéressé beaucoup aux religions du monde, avait parcouru la Chine et le Japon pour essayer de comprendre
comment les religions pouvaient expliquer le bonheur, qui est un défi colossal. Et donc, à partir de ces collections-là, moi, je suis venu à la conclusion que dans le monde contemporain, pour essayer de comprendre la réalité contemporaine, il faut bien sûr continuer là à être pluridisciplinaire, mais accentuer le caractère scientifique. La science, à l'heure actuelle, détermine un certain nombre de choses et a une influence directe sur la société. On sait bien que l'innovation technologique, par exemple, toute la recherche biomédicale, toute la science en général a un impact considérable sur la société. Et donc, on ne peut pas comprendre la société sans puiser à la fois dans la science, mais aussi dans les études sociales. Donc, c'est aussi un musée qui donne deux types de regards, je dirais, à la fois un regard symbolique, intuitif, artistique, mais aussi un volet très scientifique pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et ce qui est particulier à Lyon, c'est que c'est axé aussi beaucoup sur les cultures du monde, sur la diversité du monde en général, et essayer de voir comment d'autres sociétés ont répondu aux mêmes questions, mais d'une façon parfois différente et complémentaire, et s'enrichir mutuellement, dans le fond, de cette compréhension. Je dirais que c'est les deux différences entre les deux institutions. Ça donne une bonne idée des deux institutions. Si on revient à votre parcours, vous nous avez mentionné que vous avez fait des études en administration publique, que vous avez fait des études également sur la question des conseils d'administration des musées, et ça vous a mené au Musée de la Civilisation relativement à ses tout débuts. Est-ce que vous pourriez nous parler des débuts de l'institution et de votre arrivée au Musée de la Civilisation? Oui, en fait, j'étais au ministère de l'Agriculture avant d'être au Musée de la Civilisation, là, parce que ma première formation est une formation littéraire et donc c'est vrai que la littérature mène à tout. Hein. Une formation littéraire, ça mène à tout, ça te donne une compréhension aussi du monde et de la culture en général. Et donc, m'étant intéressé à la culture, j'avais développé aussi une expertise de gestion culturelle en général et donc j'avais travaillé par exemple dans le domaine des arts d'interprétation, du spectacle vivant, etc. Donc au ministère de la Culture, je gérais les programmes nationaux de soutien aux arts et à la culture et à la création en général et des musées. Et donc j'avais le volet musée aussi déjà au Musée de la Civilisation. Au ministère de la Culture. Et lorsque le Musée de la Civilisation a été créé, M. Harpin, qui était sous-ministre au Conseil du Trésor, qui a été nommé directeur général du musée. Il m'a invité à faire partie de son équipe. Donc, on est arrivé avec une équipe, je dirais 18 mois avant l'ouverture même du Musée de la Civilisation. Il y avait déjà des gens qui avaient fait des travaux d'architecture, qui avaient déjà conçu tout le programme architectural, mais qui avaient déjà pensé à un certain nombre d'expositions, soyons honnêtes aussi, qui avaient pensé une démarche. Mais nous, en arrivant, on a donné un autre souffle, une autre façon de faire. Et on a rapidement créé, effectivement, développé toutes les expositions, tous les programmes culturels, tous les programmes de médiation, mais une nouvelle approche aussi des collections et de la recherche en général. Donc, c'était une nouvelle équipe qui partait d'un projet neuf. Effectivement, il fallait tout penser. Il fallait penser le contenu, mais aussi il fallait penser la manière de faire. Et donc, c'est ça qui était un peu stimulant, mais qui était aussi parfois un peu angoissant. On comprend pourquoi et c'est une chance qui est quand même assez exceptionnelle de participer à la création d'un musée. Au bout d'un certain temps, vous avez été amené vers le Musée des Confluences à Lyon. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? Bon, il faut dire que je travaillais depuis un certain temps avec beaucoup de musées à l'étranger. J'avais travaillé aussi beaucoup en France. J'avais fait, par exemple, ce que les Français appellent un audit au Musée des Arts et Traditions populaires à Paris. J'avais travaillé un peu au début du musée du Quai Branly, qui est devenu le musée Chirac. Donc, j'avais travaillé avec plusieurs institutions. J'avais fait de la formation et tout. Par ailleurs, les gens de Lyon avaient aussi une préoccupation. Donc, ils avaient la responsabilité du Muséum d'histoire naturelle, qui avait connu des heures de gloire, mais qui plafonnait un peu et voulait renouveler le discours, le contenu, la façon de faire. Et le président du Conseil général, qui avait la responsabilité de cette institution, dit toujours à la blague, ce qui est formidable au Québec, c'est que vous n'avez pas de collection, mais beaucoup de public, alors que nous, on a des très belles collections, mais pas de public. Et donc, ce qui les intéressait, c'est d'aller chercher quelqu'un
qui leur amènerait une autre dimension, qui amènerait la dimension un peu publique, la dimension, je dirais, populaire, dans le beau sens du terme, c'est-à-dire d'ouvrir à l'ensemble de la population comme service public, un musée comme service public. Et donc, c'est ce qui les intéressait. Et après avoir passé quelques années à Lyon, vous êtes revenu au Musée de la Civilisation par la Grande Porte. Oui. En fait, à Confluence, j'avais déjà travaillé, le projet architectural progressait, avançait, il n'était pas complètement terminé, mais il était assez avancé. Toutes les expositions étaient préparées, tout le concept était fait, le plan financier, le plan des ressources humaines, tout était prêt. Donc, je pouvais dire pratiquement mission accomplie, à avoir transformé du muséum au musée des Confluences. Mais il y avait un nouveau défi, effectivement, qui se présentait à Québec. Et bon, j'ai offert de revenir parce que je trouvais ça intéressant de redonner au Musée de la Civilisation ce que j'avais appris, dans le fond, aussi en France, parce qu'on apprend toujours, on va faire des choses, mais on apprend aussi des choses. Et donc, ce que je pouvais apporter une nouvelle dimension au Musée de la Civilisation, c'est ce qui m'intéressait, venir à apporter un autre souffle au Musée de la Civilisation. C'est quand même assez exceptionnel. Vous avez été dans la naissance de deux musées ou la transformation de deux musées majeurs. Vous avez assisté à leur développement. Et dans votre ouvrage, vous mentionnez que la naissance de musées, c'est une question de contexte. C'est à la fois un truisme et à la fois particulièrement intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis est-ce que vous pouvez expliquer davantage en quoi le contexte peut complètement changer les choses lorsque vient le temps de vous mettre au monde un musée? Dans le fond, un musée, ça fait partie d'un environnement, ça fait partie d'une époque. Et l'environnement conditionne aussi la création de l'institution. Ce n'est pas qu'une pure vue de l'esprit. À Lyon, c'est évident qu'on était dans une situation particulière où il y avait une nouvelle équipe politique qui prenait la responsabilité du musée, qui en avait démontré ses limites géographiquement et architecturalement, qui étaient en difficulté, je dirais, dans tout cas, qui n'était pas optimal, soyons polis. Et il y avait des trous dans le plancher et dans les murs. Et donc, comment on fait pour transformer une vieille institution-là? Il y avait donc un contexte favorable, mais il y avait un contexte particulier social aussi. C'est que les gens étaient très attachés à cette institution. Il y avait une valeur émotive très, très forte. Et donc, comment transformer ce désir de garder une institution vieillissante pour la transformer en une institution neuve et complètement innovante et transformant radicalement, dans le fond, la façon de présenter les choses, c'est un contexte très particulier. Alors qu'au Musée de la Civilisation, le Musée de la Civilisation est né d'une séparation des collections du Musée du Québec, qui s'appelle maintenant le Musée national des Beaux-Arts, du Musée du Québec, qui avait à la fois des collections d'ethnologie, mais des collections Beaux-Arts. L'idée était de séparer ces deux institutions-là et de mettre les collections d'ethnologie au Musée de la Civilisation à une époque qui était une époque particulière, qui était une époque de la montée du Parti québécois, qui était l'idée qu'il y avait des gens qui couraient pour faire une espèce de musée de l'homme d'ici, donc très centré sur la société québécoise, alors que nous, on voulait faire plutôt un musée d'analyse de la société en général, bien sûr québécoise, mais la société beaucoup plus large, parce que le Québec est en relation avec l'Amérique, en relation avec l'Europe, en relation avec le monde, donc il n'est pas isolé. Donc, cette idée de transformation était donc dans un contexte social aussi très, très particulier, avec un degré d'ouverture et d'innovation un peu exceptionnel. D'ailleurs, on était très anxieux quand on a ouvert les premières expos au public en se disant est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va y avoir du public et comment le public va réagir à ce qu'on présente? Donc, c'est absolument pas la même chose que transformer une institution que de innover une institution, que de créer une institution. On est dans deux réalités complètement différentes, comme on est dans deux sociétés complètement différentes, là, entre Lyon et Québec. Même si on parle tous les deux français, on est dans une réalité sociale et culturelle totalement différente. Et il faut s'adapter à ces réalités sociales.
Tout à fait. Et s'il y a des facteurs politiques, des facteurs de contexte sociaux, comme vous le mentionnez, qui président à la transformation ou à la naissance des musées, il y a également d'autres facteurs qui peuvent amener certains musées à être délaissés, à tomber un petit peu en désuétude ou en déchéance. Je serais curieux de vous entendre davantage là-dessus. Qu'est-ce qui peut amener un musée à être délaissé? Bon, plusieurs raisons. En fait, le monde évolue. Alors, il faut que les musées aussi évoluent et s'adaptent. Si la société change, les musées doivent aussi changer. Hein? Et il y a des institutions qui n'ont pas su comprendre cette réalité-là. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur le musée de l'Europe et de la Méditerranée, qui est à Marseille, où j'étais membre du comité scientifique, mais ce musée vient du Musée des arts et traditions populaires à Paris. Le Musée d'art et traditions populaires à Paris, qui a été une source de référence pour plusieurs muséologues à travers le monde pendant une certaine période, même pour des Québécois. Georges-Henri Rivière demeurait un symbole, une icône de la muséographie, mais il n'avait pas su s'adapter et se préoccuper du public, ce qui fait que ce musée a été complètement délaissé par le public parce qu'on présentait là une vraie réserve arrêtée, un monde arrêté, alors que le monde évolue. On ne percevait plus le patrimoine de la même façon il y a 50 ans que maintenant. Il y a une évolution très nette. La lecture de la société a changé. Georges-Henri Rivière, quand il a fondé le Musée des arts et traditions populaires à Paris, s'était centré sur le monde rural parce qu'il voulait préserver la mémoire du monde rural. Mais le monde rural, en 2000, à Paris, c'est une autre réalité. Voilà. Donc, si le musée ne change pas, c'est sûr qu'il ne répondra plus aux attentes des publics en général. Et les musées, pendant longtemps, se sont préoccupés du public, mais non pas des publics. Je pense qu'une des grandes différences maintenant des musées, c'est que les musées ont réalisé qu'il n'y avait pas un public, mais qu'il y avait des publics excessivement variés, avec des profils socio-économiques différents, mais aussi avec des modes d'apprentissage différents. Hein? On comprend que, quand je dis des profils socio-économiques, on ne visite pas de la même façon que si on a 10 ans que si on a 50 ans, et si on a une formation X versus une formation Y. Mais on a aussi des goûts d'apprendre, des façons d'apprendre. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre en touchant, en manipulant, en construisant. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre par la contemplation. Les musées de beaux-arts utilisent beaucoup cette technique de la sensibilité. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre dans une atmosphère, dans un environnement, dans la théâtralisation. Donc, il faut adapter aussi notre muséographie au type de public qu'on vise. Or, les musées qui sont des musées d'État visent tous les publics en général et tous les citoyens. Et dans un effort de démocratie culturelle, ils doivent adapter leur muséographie à des types de publics. Et ça a changé complètement par rapport à il y a 50 ans. De toute façon, il y a de nombreuses années, il y a 50 ans, le musée était d'abord un endroit de conservation. On faisait des coffres-forts pour protéger des objets qui étaient le patrimoine national et international. Maintenant, on fait des lieux de diffusion. On fait des espaces culturels. Et c'est un changement profond qui va se traduire aussi dans l'architecture. Hein. Dans l'architecture, avant, on faisait des monuments avec des colonnes. C'était pas nécessairement très, très invitant. Il y avait un côté vieille banque du 19e siècle. Hein. C'est vrai. Maintenant, on fait des musées très vitrés, très transparents pour montrer qu'ils sont en contact avec la ville, avec la cité. Donc, l'architecture montre qu'on est dans un lieu, qu'on invite les lieux. Premièrement, on fait un élément signal, souvent. Mais en plus, on invite les musées, la population à venir en général. Donc, ça a changé même, cette philosophie a changé l'architecture, quoi, aussi. Donc, tous ces changements montrent bien que le musée doit s'adapter à des nouvelles réalités. Et puisque vous me parlez d'architecture, est-ce que vous pourriez me dire plus concrètement comment ces changements-là se sont reflétés dans les choix qui ont été faits dans la conception du Musée de la Civilisation et du Musée des Confluences? C'est assez intéressant, dans le fond, de voir les deux projets parce c'est deux époques un peu différentes dans des contextes aussi, puisqu'on a parlé de contexte tout à l'heure. Lorsque le mandat a été donné de créer le Musée de la Civilisation, il a été donné dans un quartier qui est un quartier historique et avec un but de renouveler ce quartier. Et le mandat de l'architecte, de la firme d'architecte de Moshe Safdie, était d'intégrer ce monument
à l'ensemble du quartier. D'ailleurs, il a obtenu un prix canadien comme intégration à la ville et au quartier. Donc, très respectueux des formes, très respectueux des matériaux pour bien s'intégrer. Et les gens qui l'ont conçu, parce que je dois dire, c'est pas moi qui ai fait le programme du Musée de la Civilisation, là. Moi, j'ai fait celui de Confluence, mais pas celui du Musée de la Civilisation. Les gens qui l'avaient conçu, ils l'avaient, à mon avis, très bien conçu. Ils ont très bien fait leur travail parce qu'ils avaient redéfini les fonctions du musée. Ils avaient distingué les fonctions de conservation des fonctions de diffusion. Ils avaient réinventé des espaces. Il faut dire que le musée actuel ne correspond pas tout à fait au projet de Moshe Safdie qui devait être dans deux édifices différents, un directement sur le fleuve, qui pouvait accueillir les restaurants, toutes les activités publiques, et dans l'autre édifice, plus les expositions. Qui aurait été à la place des canotiers, donc? Absolument, qui était un magnifique projet, mais bon, pour des raisons budgétaires, qui ne s'est pas réalisé. Alors, donc, projet d'intégration à un quartier à Québec. À Lyon, c'est un projet de rénovation urbaine aussi. On s'inscrivait dans un projet de rénovation urbaine. La ville de Lyon voulait doubler son centre-ville et reconquérir un quartier qui était abandonné. On retrouvait la prison, la prostitution, on retrouvait toutes sortes de choses. Et donc, l'idée était de regagner, dans le fond, un peu la ville sur ce quartier qui était un peu abandonné. Et nous, on a choisi de s'installer dans un lieu symbolique très, très fort, très visible à l'entrée de la ville, à la pointe de la presqu'île, à la confluence du Rhône et de la Saône. Ça s'appelle Musée des Confluences aussi parce que géographiquement, c'est la rencontre entre la science et la société, mais c'est aussi la rencontre entre deux fleuves. Et de faire un élément signal. Donc, l'idée, là, n'était pas de s'intégrer, mais de marquer l'espace et d'être très visible de l'extérieur. Et donc, le choix de l'architecte était donc bâti sur cette idée que de loin, en venant de Marseille, de loin, on pouvait le voir et l'apercevoir et qu'il marquait l'entrée de la ville et Lyon choisissait d'avoir un lieu de diffusion de la connaissance et de la culture à l'entrée de la ville pour bien se distinguer et qu'il soit très visible. Donc, l'élément signal était excessivement important, alors que l'autre, le sentiment de l'intégration, l'importance de l'intégration était très fort. Donc, des différences fondamentales. Et quand je regarde tous les projets lesquels j'ai pu travailler dans d'autres villes, là, en termes d'architectural, c'est vrai que l'élément signal, je dirais qu'il y a deux courants forts. Un courant qui est lié au Guggenheim à Bilbao, à Frank Gehry, avec des architectes qui déconstruisent et qui font un élément très visible. Et ça, on peut citer beaucoup d'institutions de ce type-là. Et il y a un autre courant qui est beaucoup plus sobre, qui, je dirais, qui est presque de tendance d'architectes japonais. Je pense à Tadao Ando, qui vise plutôt à presque s'effacer. Il y a une forme de discrétion et de classicisme aussi qui se présente. Je dirais que les deux courants à l'heure actuelle en architecture de musées à travers le monde. C'est fort intéressant et on voit bien qu'au final, la forme architecturale est un moyen de médiation pour le musée. Médiation dont vous êtes issu, comme vous l'avez mentionné. Quels sont les enjeux liés à la médiation et liés aux activités, aux projets culturels en milieu muséal que vous avez pu observer au cours des 30 dernières années? Bien, ça a changé profondément. Dans le fond, lorsqu'on est arrivé au Musée de la Civilisation, qu'on a créé la première vraie direction de médiation, qui ne s'appelait pas médiation à l'époque d'ailleurs, qui s'appelait activité pédagogique et activité culturelle, c'est qu'on avait souvent perçu la médiation comme étant purement pédagogique, c'est-à-dire le lien avec le milieu scolaire et le prolongement, dans le fond, des programmes scolaires de l'école au musée. Ce qui est très important, d'ailleurs, à mon avis, qu'il faut continuer à faire. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le public n'est pas que scolaire. Le public est beaucoup plus varié. Et comment on fait pour parler à des gens qui sont des personnes plus âgées? Comment on fait pour parler à des analphabètes? Comment on fait pour parler à des gens qui viennent jamais au musée, à des personnes, à des touristes? Donc, il y a un vocabulaire, il y a un langage, il y a une façon d'entrer en contact avec ce public-là qui peut être différente. Donc toute l'idée de former des guides, de former des médiateurs entre votre produit et le public est excessivement important. Mais on s'est aperçu très vite que le musée, qui devait utiliser d'autres formes pour prolonger ces thématiques.
Ils voulaient faire appel à la littérature, au cinéma, au théâtre, à la musique, pour montrer, pour exploiter autrement la thématique. Donc, toutes les séries qui ont été faites en littérature, on a fait appel à la création littéraire, on a fait appel au théâtre, au cinéma, à toutes les formes d'expression pour pouvoir prolonger nos thèmes. Et ça, c'était un changement profond. Et maintenant, on est rendu, je dirais, à une étape encore plus longue. Le musée est sorti de ses murs. Le musée va rejoindre directement le public dans d'autres lieux. On le fait, c'est sûr, dans les écoles, mais on le fait aussi dans les prisons. On le fait aussi dans les centres hospitaliers. Moi, j'ai fait des expos à Lyon, par exemple, partout dans la ville. J'ai fait dans les chambres de commerce, dans les centres commerciaux, dans les hôpitaux. J'ai fait une série d'expos dans les hôpitaux. Le musée de la civilisation a été très présent dans les centres hospitaliers longue durée pour les personnes plus âgées qui ne peuvent pas sortir de leur établissement, mais comme on va chez eux pour leur présenter des choses. Hein. À l'heure actuelle, je crois qu'il doit y avoir au moins 60 villes au Québec qui ont participé à ces expériences-là de contact avec la muséologie, mais hors les murs, je dirais. On a fait des tournées sur la démocratie, par exemple, dans les écoles. Hein. Donc, on a fait beaucoup d'activités. Donc, la médiation s'est transformée et a transformé le musée aussi. Donc, là, on est réellement, maintenant, même dans une implication citoyenne. Beaucoup de musées, à l'heure actuelle, essaient de transformer aussi, je dirais, intrinsèquement la société. Là. Je pense, par exemple, au Musée des droits de la personne à Winnipeg. Leur objectif, c'est pas uniquement de présenter des collections, c'est développer chez le visiteur la conscience des droits de la personne. Hein? Et moi, je me souviens très bien d'avoir fait des expos avec un objectif de transformation sociale, par exemple de conscientisation à l'environnement et conscientisation aux enjeux liés à l'immigration, conscientisation effectivement aux droits de la personne. On a fait aussi ces types-là. Et donc, il y a un côté qui va beaucoup plus loin que la simple transmission de la connaissance, que la simple réflexion, mais qui est aussi sur l'engagement social des propres visiteurs. Moi, je fais participer, par exemple, à Lyon, des gens des communautés culturelles à des projets. Hein, et on a travaillé, par exemple, avec les gens du quartier. Le musée arrivait au quartier Confluence et devait connaître le quartier. Donc, on a travaillé avec les citoyens du quartier pour essayer de connaître leur histoire, pour essayer qu'ils identifient eux-mêmes leurs valeurs profondes, leurs objets symboliques, leur patrimoine immatériel, etc. Donc ça, c'est un changement profond, la médiation. Et la médiation, on l'a fait avec les expositions, avec la collection permanente, avec les collections qui sont de passage. Comment est-ce qu'on l'articule en lien avec la programmation du musée? On l'a fait avec tout. Avec tous les thèmes qui sont inscrits dans la programmation. On ne fait plus des expositions uniquement centrées sur les collections. On fait on fait une programmation axée sur des idées, je dirais, sur une histoire à raconter. Et on raconte cette histoire par l'exposition, par les collections, mais aussi par les activités culturelles. Je vais vous donner un exemple de médiation. Moi, j'étais intéressé dans l'interculturel, à travailler avec l'Afrique. Et souvent, on va visiter l'Afrique parce qu'on trouve ça exotique, hein, on trouve ça lointain. Alors moi, j'ai voulu renverser la chose. Et donc, j'ai invité des photographes africains qui avaient gagné un prix à Bamako, au festival de photos, à venir à Lyon et découvrir la ville, et photographier la ville et les citoyens, et que les exotiques, ça devenait les Lyonnais. Et donc, non seulement on a exposé un peu partout dans la ville, on a fait des expositions avec eux, mais ils se sont promenés et photographiés. Et chaque soir, ils rencontraient le public dans un endroit au centre de la ville pour échanger avec le public sur leur découverte de Lyon et des Lyonnais, sur leur surprise de voir comment les Lyonnais pouvaient fonctionner et tout. Et donc, l'animation était pas uniquement dans les expos, l'animation était dans des lieux partout dans la ville. Je veux dire, on était dans des librairies, mais on était dans les salons de coiffure, on est allé dans toutes sortes d'endroits pour rencontrer directement le public et échanger avec eux, que les photographes africains échangeaient avec le public lyonnais. Et ça, c'est une autre approche, quoi.
C'est une autre approche, mais c'est une approche qui est fascinante et particulièrement d'actualité. J'ai envie de vous amener sur le sujet des collections, même si effectivement le musée n'est plus un coffre-fort aujourd'hui qui vise d'abord la conservation d'une collection. Les musées ont tout de même continue tout de même à avoir cette mission. Comment se constitue une collection? Je pense notamment aux collections du Musée des Confluences dont vous nous avez parlé, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire des religions et à l'ethnologie, l'anthropologie des religions. Dans ce cas-là, ça semble être un homme, mais c'est pas le seul modèle de composition d'une collection qui existe. La collection de Confluence est une vieille histoire aussi. Alors, elle commence en 1750 environ. Donc, il y a eu d'abord des scientifiques et des savants qui étaient souvent des amateurs, mais aussi des amateurs qui se sont intéressés souvent à la nature. Et donc, on avait une collection d'histoire naturelle, la découverte dans le fond par la science de l'histoire naturelle d'une partie du monde. Et quand ces gens-là ont découvert effectivement la nature, l'environnement, notamment exotique, ils ont découvert aussi qu'il y avait des sociétés qui vivaient ailleurs et ont commencé à s'intéresser aussi aux sociétés, à l'environnement. Donc, il y a une part de découvreurs, d'explorateurs, de scientifiques qui ont créé les fondements. Et plus la science allait, plus il y avait des façons de collectionner. Et le danger, après, c'est de dire, au fait, qu'est-ce qu'on veut collectionner? Qu'est-ce qu'on veut garder comme mémoire? Qu'est-ce qu'on veut véritablement conserver et en quoi c'est fidèle à notre projet culturel de l'institution. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une variété de types d'objets. Il y a des objets qu'on veut garder parce que ce sont effectivement des chefs-d'œuvre. On pourrait revenir sur c'est quoi la définition d'un chef-d'œuvre. C'est une question difficile. Et subjective. À s'analyser de beaucoup de façons. Ouais. Quels sont les trésors d'une société, mais quels sont aussi les objets incontournables qui traduisent non seulement des moments historiques, mais des moments sociaux très, très forts. Et c'est vrai qu'il y a des objets qui sont porteurs de sens et qui sont dans notre conscience et dans notre inconscient pendant des générations et qui sont des marqueurs. Et donc, il faut pouvoir les repérer. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter au fait que les collections, c'est comme les musées, j'ai expliqué tout à l'heure, ne sont pas nécessairement figées. La société continue, donc les collections aussi continuent. Et le danger, c'est de penser que les collections s'intéressent uniquement au passé. Les collections doivent aussi s'intéresser au présent et doivent aussi s'intéresser aux marqueurs actuels de la société, ce qui est souvent plus délicat parce qu'on n'a pas le recul. Je donne un exemple. Lorsqu'à Confluence, on avait des collections effectivement concernant les Premières Nations d'un peu partout dans le monde, mais je vais prendre uniquement la question des Amériques. Mais pourquoi? Parce que des prêtres étaient venus, effectivement, notamment des Oblats étaient venus dans le Nord ramener des objets. Donc, on retrouvait des objets inuits et des Premières Nations liés à la propagation de la foi à Lyon. Mais la réalité des Inuits, elle est aussi actuelle. Il faut donc trouver aussi des objets actuels qui racontent cette histoire-là, qui montrent l'évolution de cette société-là. Donc, d'où l'idée de redévelopper des collections à Confluence en lien notamment avec les Premières Nations des Amériques. C'est pour ça que j'ai fait appel parfois à des collectionneurs. Je pense au docteur Locourteau, qui est un médecin italien qui a travaillé en Amazonie auprès des communautés, qui nous a permis de nous donner une collection excessivement importante. Moi, j'ai travaillé avec l'ethnologue Michel Noël, qui est malheureusement décédé dernièrement, mais qui a travaillé beaucoup auprès des communautés amérindiennes du Québec, qui m'a aidé à développer des collections, effectivement, représentant les premiers peuples du Québec. Mais j'ai travaillé aussi avec Avatak pour développer les collections inuites actuelles. Donc, si vous allez à Lyon, à l'heure actuelle, vous allez voir une merveilleuse collection inuite, des très belles collections des Premières Nations, mais des collections qui sont aussi faites par parfois des sculpteurs contemporains, des artistes contemporains, des créateurs contemporains, et des objets encore utilisés aujourd'hui. Donc, l'actualisation du propos est excessivement importante pour moi. Puis en même temps, quand on fait, si vous permettez, là, je suis peut-être un peu long, parce que c'est toujours la passion des musées, vous savez. Alors, quand on développe un projet culturel et qu'on définit un fil conducteur qui raconte une histoire, on s'aperçoit que nos collections ont des trous.
Alors, je vous donne aussi un exemple. À Confluence, on a voulu expliquer, moi, je pensais qu'il fallait expliquer la question des origines. C'est-à-dire la question que tout le monde se pose, d'où venons-nous? Et tout de suite après, où allons-nous? Mais la question d'où venons-nous est une obsession de toutes les sociétés. Premièrement, de tous les individus. Tout le monde cherche un peu. Quand on ne connaît pas nos parents, on veut savoir c'est qui nos parents, c'est qui nos arrière-grands-parents et tout. On essaie de comprendre les origines. Les sociétés de la même façon, l'origine de l'humanité de la même façon. Et toutes les sociétés ont essayé d'expliquer la création du monde. Donc, quand on peut l'étudier sur un plan technologique, puis on peut l'étudier sur un plan scientifique aussi. Expliquer l'évolution de la Terre, l'évolution de la matière, l'apparition du vivant, les premières molécules et tout. Et là, vous vous apercevez que dans vos collections, vous n'avez pas de morceaux de lune. Et parce que pour expliquer l'univers, il faut trouver un morceau de lune, il faut trouver un morceau de la première cellule, il faut trouver un morceau de Mars, si possible. Donc, pour essayer de raconter l'histoire aussi de l'univers. Et donc, en identifiant votre fil conducteur, vous identifiez aussi les trous marquants. Et donc, votre travail, c'est de trouver les collections qui correspondent à ces espaces et trouver des objets qui rendent le mieux compte de ce que vous voulez raconter. C'est fascinant et sur ça, eh bien, on se laisse pour se retrouver sur la question notamment des expositions, des enjeux internationaux liés au musée pour une seconde partie. Bienvenue à cette deuxième moitié de l'entretien avec Michel Côté, auteur de Passion de musée de Québec à Lyon, ouvrage publié aux éditions du Septentrion dans lequel il revient sur son parcours de muséologue et dévoile également plusieurs secrets qu'on se pose en tant que visiteur de musée sur qu'est-ce qu'un musée, comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les facteurs qui président à l'acquisition de certaines œuvres, comme on l'a vu dans la première moitié. Et donc, après avoir parlé de ces différents facteurs-là, j'ai envie de vous amener sur un autre terrain, celui des expositions. Le visiteur connaît les expositions pour, en entendre parler dans les médias, aller les visiter, mais le muséologue, lui, l'exposition, avant de devenir concrète, c'est d'abord une idée, c'est d'abord un concept. Comment naît une exposition et comment se développe une exposition? Oui. En fait, c'est une question difficile parce qu'il y a plusieurs réponses possibles. Mais partons du principe que parfois, ça peut venir simplement d'une idée. Et pour m'expliquer, je vais prendre quelques exemples, dans le fond. Je peux en prendre à Confluence ou au Musée de la civilisation. À Confluence, par exemple, je fais une exposition sur la thématique des frontières. Donc, l'idée, ça peut devenir qu'une idée, là, ça ne vient pas d'une collection, ça vient dire d'une préoccupation, de dire, dans le monde contemporain, la question des frontières est assez fondamentale. On a tous les types de frontières. On a des frontières très fermées. Vous pouvez en citer comme la Corée du Nord, par exemple, des frontières qui sont des frontières incertaines, comme le Cachemire. On ne sait pas trop le Cachemire, si c'est l'Inde ou le Pakistan. Les frontières avec des barrières, ou Israël-Palestine, ou Mexique-États-Unis. Bref, mais poser la question aussi, quelle est la frontière de l'Europe? Il y a de nouvelles frontières. Là. Tous ceux qui traversent, les immigrants qui traversent la Méditerranée, ils savent bien qu'il y a une frontière. Donc, c'était pour nous une question incontournable. Une fois qu'on a l'idée, la question tout de suite de l'équipe, c'est de dire, oui, mais comment on va raconter cette histoire? Comment on va illustrer? Et c'est vrai que pour un conservateur un peu plus traditionnel, c'est souvent une angoisse, là, parce qu'il se dit, il n'y a pas d'objet là. Mais non, il y a des objets, il y a des types de patrimoine. Ça peut s'appeler la photographie de reportage, ça peut s'appeler la photographie d'artiste, ça peut s'appeler le témoignage, la parole des immigrants qui circulent, la parole des gens qui vivent le problème de la frontière, l'affrontement des frontières. Et donc, il y a des types de patrimoine, il y a des façons de l'exposer. Et donc, après, il faut donc travailler sur le fil conducteur et faire les recherches nécessaires.
pour appuyer ce qu'on veut raconter. Et donc, il y a une partie de recherche excessivement importante. Et ça, c'est souvent oublié, mais pourtant, la crédibilité d'un musée repose d'abord et avant tout sur sa rigueur scientifique. Les gens viennent parce qu'ils nous font confiance que ce qu'on va raconter est vrai. D'ailleurs, quand on n'est pas sûr, on le dit. Quand on dit ceci est une hypothèse, on peut le dire. Mais avec une certaine rigueur. Donc, il y a une partie de recherche qui doit se faire. Donc, en général, il y a un comité scientifique qui se crée pour pouvoir construire le contenu. Et en parallèle, il y a des gens qui travaillent sur les objets, sur l'iconographie, Et il y a des gens qui pensent en même temps à la muséographie. Comment, en montrant en 3 dimensions, quel type de parcours on va faire avec les visiteurs, avec quelle station, comment on veut faire l'entrée, comment on veut faire la sortie, mais comment on fait des... C'est comme un film, c'est comme une histoire littéraire, c'est comme un livre. On déroule un discours. Donc, il y a des gens qui pensent aussi à la méthode, à ce qu'on veut faire, puis il y a des gens qui pensent à la construction, donc il y a tout un volet aussi très technique, très matériel, et je pense que d'ailleurs, on ne parle pas assez souvent des techniciens en muséologie qui sont des gens excessivement importants dans le métier, parce qu'il y a des gens de la recherche, des concepteurs, mais il y a aussi des gens qui fabriquent. Et les gens qui fabriquent sont souvent... peuvent sauver parfois des expos. Et donc, on pense en plus en même temps à la médiation. Hein? Tout est fait en même temps et on pense même à l'évaluation. Parce que si on a la prétention de raconter une histoire, de donner des connaissances, il faut bien qu'on vérifie si notre message s'est rendu. Donc, on évalue aussi, on développe aussi les méthodes d'évaluation de nos procédés. Donc, on peut le faire comme ça. Parfois, on peut le faire à partir d'une collection, carrément. Par exemple, quand j'ai présenté à Québec l'art du Nigeria, mon idée était de faire découvrir une réalité peu connue au Québec. Hein. On a très peu de relations au Québec avec la culture africaine, avec les cultures africaines, je devrais dire, notamment avec ce qu'on appelle l'art africain. Et donc, j'étais intéressé d'ouvrir la voie, d'ouvrir une parenthèse sur l'art africain. Et là, je ne pouvais le faire qu'avec des collectionneurs. Et donc là, l'enjeu était de trouver les plus grands collectionneurs qui avaient les plus belles collections, qui pouvaient raconter l'art du Nigeria. Et là, c'est un travail d'identification de collectionneurs. Comment est-ce qu'on les trouve, ces collectionneurs-là? Bon, c'est des réseaux en général. Là, j'avais travaillé avec M. Lebas, Alain Lebas, qui est lui-même un collectionneur, qui connaît tous les collectionneurs, et que je savais qu'il était en bon terme avec beaucoup de collectionneurs. Et donc, moi-même, je connaissais aussi des collectionneurs d'art africain. Donc, c'est des contacts presque personnels qui se font là. Comment on réussit à les convaincre? C'est une relation de confiance. Hein. Je vais vous dire, c'est une relation de confiance très, très forte, très individuelle parfois. Hein. Et chaque collectionneur, il faut leur montrer aussi qu'est-ce qu'ils ont à gagner de montrer leur collection. Et dans ce cas précis, d'ailleurs, c'était assez intéressant parce que comme les collectionneurs étaient en Europe, mais que l'exposition était au Québec, donc c'était pas nécessairement l'exposition qui les intéressait, c'était le catalogue qu'on pouvait faire de leurs œuvres, en se disant le catalogue va durer pendant 5 ans, 10 ans après, ça va devenir une référence mondiale. Ce qui est vrai d'ailleurs, c'est devenu une référence mondiale, parce qu'on a fait une version en anglais, une version en français, et ça circule à travers le monde à l'heure actuelle. Et donc, ça devient une référence. Donc là, c'est tout à fait un autre travail. C'est plus le travail... Là, ce qui m'intéressait, c'était d'entendre la parole du collectionneur, voir pourquoi il collectionnait, quels étaient ses coups de cœur, quelle était sa vision de l'art africain. Donc, j'ai voulu présenter plus en audiovisuel et par les objets eux-mêmes ce que c'était. Donc, chaque expo a un travail un peu différent. Après, vous avez les expos que vous devez construire aussi avec des partenaires. Si vous faites une expo, par exemple, sur l'histoire du Mexique, sur la réalité mexicaine, vous ne pouvez pas faire ça avec un musée. On a travaillé avec une 50aine de musées pour le Mexique pour essayer... Et là, ça prend un comité scientifique et ça prend même aussi un comité culturel. Je m'explique.
quand on a voulu refaire l'exposition, par exemple, de synthèse et de référence, ou l'exposition permanente du Musée de la civilisation sur la question des Premières Nations, on sait très bien qu'on ne pouvait pas faire ça uniquement à partir de notre regard scientifique, d'anthropologue, de sociologue, mais il fallait travailler avec les communautés. Hein, c'était donc, d'ailleurs, l'exposition s'appelle « C'est notre histoire ». On voulait qu'ils puissent signer l'expo. Donc, là, il y a eu un gros travail de recherche pendant des mois, et même des années, avec chacune des 11 communautés pour collecter, pour entendre la parole, pour capter la parole, faire de la recherche, dans le fond, distinguer quelle est la parole des jeunes, la parole des plus âgés, les paroles des communautés autochtones qui vivent dans la ville, parce que beaucoup vivent dans des villes, mais aussi à l'extérieur des villes. Et donc, ramasser ce contenu, redonner ça et construire avec eux. Là, c'est tout à fait un autre travail, parce que c'est un travail de collaboration. Donc, vous devez créer à la fois ce que j'appelle, moi, un comité scientifique et un comité culturel, c'est-à-dire un comité qui rend compte aussi de la culture, qui est sûr, qui est en échange avec la culture. Donc, je dirais que chaque expo a ses portes d'entrée un peu différentes. Et c'est ça qui est fascinant. Une question peut-être un petit peu licencieuse. Qu'est-ce qu'un bon sujet d'exposition, au final? C'est une belle question, ça aussi. Je pense que à peu près tous les sujets sont bons, tant qu'à moi. C'est la façon qu'on va raconter l'histoire qui est importante. Moi, je me donne le droit de parler de n'importe quoi, de tout. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on raconte. Moi, je dirais plutôt que c'est une bonne exposition. C'est une expo où les gens sont, avec les 3 mots clés pour moi, les gens sont enchantés parce qu'ils découvrent quelque chose de bien, qui les émerveille, mais surtout qu'ils apprennent et surtout qu'ils font réfléchir. Et je pense que c'est ça qui est important. Que l'expo provoque une réflexion et plus que des connaissances. Que les gens, en sortant de l'expo, se disent « Ah oui, le sujet qui vient d'être abordé est peut-être un peu plus complexe que je pensais. » Ça me donnait un autre angle, un autre point de vue. Et c'est ça qui est la part incontestable d'une expo. Une découverte, dans le fond. Hein? Et les gens viennent beaucoup pour découvrir. Le musée demeure un lieu d'éducation, comme les bibliothèques. Hein. J'ose dire qu'on est comme les bibliothèques. On est un lieu d'éducation permanente où les gens viennent tout au long de leur vie se reposer des questions, réapprendre des choses, redécouvrir des réalités une fois qu'ils ont quitté l'école et qu'ils ont quitté... Et c'est ça qui est intéressant. Et si je vous amène maintenant du côté de la gouvernance, vous avez dit que ça a notamment été l'un de vos objets d'étude avant de vous, parallèlement à votre carrière dans le domaine de la muséologie. Quels sont les enjeux que posent les musées en termes de gouvernance? Ça a plusieurs angles dans le fond de je pense que le premier réflexe des muséologues en général vous dirait que c'est lié au financement, parce qu'à peu près tous les musées du monde ont des problèmes de financement. Vous savez comme moi que la culture est pas quelque chose de... Ouais. Hein? C'est le parent pauvre. Hein? Ça représente 1% des budgets des gouvernements. Donc, soyons... Et chaque dépense culturelle était comme si c'était une dépense pharaonique. Donc, tous les musées se trouvent confrontés souvent à des questions de financement. Donc, et là, il y a plusieurs enjeux déjà qui sont là. Parce que les financements peuvent venir effectivement des gouvernements, des autorités politiques et tout. Et on sait bien qu'à l'heure actuelle, il y a des limites évidentes. Tous les États se sentent un peu coincés. On a connu des périodes même d'austérité, pour ne pas dire de rigueur ou d'austérité, qui ont ébranlé plusieurs des institutions. Donc, il y a la marge de manœuvre des subventions a aussi des limites. Donc, les gens ont été portés à aller vers le secteur privé, avoir des appuis des mécènes, des appuis des entreprises. Mais là, c'est de la gouvernance aussi de ce mécénat qui ne doit pas intervenir sur le contenu et la crédibilité du musée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur sa rigueur et son regard critique. Et donc, lorsqu'on a des mécènes, ça pose cette question-là. Vous savez, comme moi, qu'il y a quelques années, des musées comme le Musée des sciences à Ottawa s'est fait accuser, a été accusé parce que leur commanditaire, qui était des pétrolières,
était à la fois sur le comité scientifique, sur le financement et traitait de l'énergie. Et donc, la crédibilité a été remise en question. Je ne dis pas que c'était pas crédible, peut-être que c'était très crédible, mais donc, pour un visiteur, il y avait comme un doute qui pouvait s'installer. Donc, la gestion, je dirais même, de l'entreprise privée est quelque chose d'excessivement important, de ce partenariat économique. Mais la gouvernance, c'est aussi le statut juridique des établissements. Et ça, c'est une vraie question. Le Musée de la civilisation, comme le Musée des beaux-arts de Québec, comme le Musée d'art contemporain de Montréal, se sont développés lorsqu'il y a eu une nouvelle loi sur les musées. Les musées, pendant longtemps, ont été associés directement au ministère, étaient une unité administrative du ministère. Ce qui n'était pas nécessairement génial, parce que le pauvre directeur du musée devait aller voir son sous-ministre, son adjoint, son sous-ministre en titre, le ministre avant d'avoir, ce qui fait que le projet d'exposition était déjà terminé avant que ça puisse se réaliser. Donc, la rapidité d'exécution, la créativité nécessitait aussi une plus grande liberté. Et donc, en créant, le gouvernement du Québec a créé la loi des musées qui a rendu les musées autonomes, les musées d'État beaucoup plus autonomes avec un fonctionnement de conseil d'administration. Ça remonte à quand, ça? À peu là, près. Vous avez à la création, un petit peu avant la création du Musée de la civilisation. Donc, on est le Musée de la civilisation a été créé par une loi en 87. Oui, quelque chose comme ça. En 87, avec le conseil d'administration, avec la création du conseil d'administration. À Lyon, j'ai eu le même problème parce que le Musée des Confluences relevait du conseil général du Rhône, donc le département. Et donc, j'ai voulu, moi, libérer le musée, entre guillemets, en changeant son statut juridique pour qu'il soit beaucoup plus autonome, en créant un établissement public avec un conseil d'administration et tout. Donc, gérer une institution muséale, c'est gérer économiquement, c'est gérer sur un plan juridique, mais c'est gérer aussi des personnes. Parce que c'est d'abord une œuvre collective. Hein? Un musée, c'est pas un truc personnel. Un chef d'orchestre n'est bon que si ses musiciens sont bons. Et donc, un musée, je dirais que c'est la même chose. Un directeur peut donner le souffle, peut donner la vision. Il souhaite que cette vision soit partagée par l'ensemble de l'équipe, mais elle peut être aussi enrichie par l'ensemble de l'équipe. Hein? Et elle doit nécessairement être partagée parce que les gens doivent tirer dans le même sens, aller dans le même sens, mais elle peut être enrichie par l'équipe. Et il faut laisser la marge de manœuvre à chacun des membres de l'équipe pour qu'il exploite aussi sa créativité, qu'il aille au bout de ses possibilités dans le sens général, quoi. Et si les gens ont bien compris le sens général, le projet culturel, ils peuvent ajouter et créer et inventer et aussi. Donc, c'est cet équilibre entre donner l'orientation et en même temps encourager l'initiative et le développement. Et donc ça, c'est une façon de travailler. Comme dans un musée, c'est excessivement important de travailler collectivement, d'être une équipe intégrée. Souvent, les musées il y a des gens de collection, il y a des gens d'expo, il y a des gens de médiation qui ne se parlent pas nécessairement, alors que l'œuvre doit être collective. Donc, cette question de la gestion des ressources humaines est aussi excessivement importante. Et je serais curieux de vous entendre davantage sur les acteurs qui gouvernent les musées. Vous avez brièvement parlé du directeur, du conseil d'administration, des différents comités qui prennent forme, mais qui sont-ils et quels sont leurs rôles et comment interagissent-ils les uns envers les autres? Bon, en général, vous avez effectivement un conseil d'administration. Je parle du Musée de la civilisation. Confluence est devenu un peu le même modèle de toute façon. Il y a un conseil d'administration, mais le conseil d'administration n'intervient pas sur le contenu. Le conseil d'administration s'assure effectivement que la gouvernance générale est de qualité. Hein? Donc, ils peuvent vérifier effectivement les comptes, la planification financière, s'assurer que vous avez réellement des programmes d'évaluation, s'assurer que vous êtes doté de politiques pertinentes, mais ne juge pas de la politique. C'est à la direction générale de donner le sens de la politique. Mais en général, un musée comme ça se dote aussi d'appui extérieur, avec un comité scientifique. À Lyon, moi, j'avais des comités scientifiques pour chacun des expos, bien sûr, mais j'avais aussi un comité scientifique international qui
ils m'appuyaient dans les grandes orientations dans le sens du projet culturel. Donc, j'avais des gens d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et de France, évidemment, en majorité, qui étaient sur mon comité scientifique international, qui pouvaient m'appuyer dans mes démarches. Et c'est excessivement important de se doter à chaque niveau de comité comme ça, externe, pour continuer à se nourrir, puis à provoquer aussi la réflexion. Et après, vous devez fonctionner comme une espèce de structure matricielle, là, mais c'est du jargon administratif, ce que je dis là, où les gens doivent travailler au lieu de... Quand on fait une expo, on crée une équipe. Une fois que l'expo est finie, on crée une nouvelle équipe avec d'autres personnes pour créer une nouvelle expo. Donc, chaque projet est centré sur des équipes qui sont à renouveler à chacun des projets. Et si on va du côté maintenant des liens entre la politique et le musée, c'est quelque chose que vous traitez dans votre ouvrage et vous l'avez effleuré jusqu'à maintenant. Quelle place le et la politique prennent-ils dans la vie des musées et comment les musées s'adaptent-ils ou profitent-ils dans certains cas des sphères politiques? La plupart des musées ont besoin des politiques dans le sens que c'est les États qui subventionnent, hein, qui permettent la réalisation non seulement sur un plan architectural, le coût du bâtiment, mais le coût du fonctionnement. Donc, on ne peut pas nier ça. Et on ne peut pas nier que les musées, notamment les musées d'État, doivent aussi obéir à certaines pratiques démocratiques reconnues. Par exemple, il faut s'assurer que nos activités répondent aux lois en vigueur, par exemple la loi sur la langue, la loi sur le développement durable, etc. Donc, on est inscrit dans un cadre politique, c'est sûr. Mais la politique, écoutez-moi, de mon expérience, n'est jamais intervenue sur le contenu du musée. Hein. Aussi loin que je remonte, je n'ai jamais eu de demande de réaliser un type d'expo, de faire... des choses comme ça. Il y a donc quelque chose d'assez étanche. De toute façon, ça serait même très négatif de le demander parce qu'on ferait généralement le contraire par réaction. Donc je pense que les politiques sont assez respectueux de cette réalité-là. Et donc, on a une certaine liberté. Mais en même temps, c'est sûr qu'il faut se poser la question de notre engagement politique, je dirais, même de la part du musée. Jusqu'où on peut aller nous-mêmes dans les convictions, dans la défense de certaines réalités. On sait, par exemple, que moi, j'ai toujours défendu un parti pris. J'ai toujours annoncé qu'on était favorable, par exemple, au développement durable ou à la diversité culturelle ou à des choses de ce principe-là, et que donc, on met carte sur table qu'on a un biais, quoi, qui est un biais politique, là. Évident que les gens, c'est clair pour tout le monde. Mais notre action politique, c'est aussi dans le changement social, quoi. C'est aussi dans l'intervention dans tous les milieux. C'est ça que je pense qu'il faut surtout regarder. Donc, on a un encadrement général politique, mais ce n'est pas de la politique partisane. Mais c'est vrai qu'on joue un rôle politique parce qu'on joue un rôle de changement social. Et vous jouez également un rôle en termes de diplomatie culturelle. C'est vrai. Vous avez raison de le souligner. C'est, à mon avis, je pense que les gouvernements n'ont pas assez compris ça que ça peut être un rôle crucial même. Hein? Il faut surtout pas réduire les relations internationales à la seule dimension économique comme on semble faire actuellement, là. Les relations internationales ont plusieurs volets. Et souvent, c'est par le volet culturel que commence effectivement la relation avec les gens. Moi, j'ai bénéficié de la diplomatie culturelle, notamment à Québec-France, à maintes reprises, là, lors de la visite de premier ministre de Québec en France ou de Français au Québec. Mais j'ai profité aussi dans des occasions de relations même avec l'extérieur. Je pense à la Chine, je pense à l'Amérique latine, où c'est vrai que la dimension politique est beaucoup plus forte. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut parfois faire attention à cette dimension politique de relations internationales. Si vous faites une exposition avec
pays comme la Syrie, parce qu'on a fait des expositions avec la Syrie, par exemple, jusqu'où on donne on connaît le régime, la dictature, donc comment on joue aussi avec cette réalité-là, quoi. C'est donc aussi quelque chose d'excessivement délicat en termes de diplomatie, mais aussi de réalité politique et culturelle. Ouais, et quels sont les atouts dont les musées doivent disposer pour nouer des relations à l'international et pour devenir des acteurs de diplomatie culturelle? On voit qu'ils le font en montant des expositions, en faisant des catalogues, mais encore. Il y a plusieurs choses. Il faut d'abord que vous soyez vous-même crédible. Hein? C'est parce qu'on... Le Musée de la Civilisation, c'est parce qu'il a réalisé... Je m'imagine déjà en 1992, lorsque le Congrès international des musées s'est tenu à Québec, les gens venaient pour voir notamment le Musée de la Civilisation parce que déjà, on avait surpris une partie de la communauté muséale internationale par notre façon de présenter des choses. Et notre crédibilité repose sur notre compétence, d'abord et avant tout. Compétence en conservation. Il faut être sûr que les objets qu'on nous prête sont bien protégés et bien conservés. C'est une dimension excessivement importante. Compétence en termes de transport, c'est excessivement complexe, les questions de transport international, en termes de protection, mais aussi de garantie de sécurité que les objets vont retourner, parce qu'il y a certains pays qui sont inquiets lorsqu'ils envoient des objets, que les objets vont être bien repatriés dans le même pays et qu'ils ne seront pas confisqués pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a des garanties de compétences et des garanties légales qui sont excessivement importantes. Après, ce que les gens cherchent, c'est aussi des gens qui vont apporter une nouvelle dimension. Si des musées comme... Si le Musée des Confluences accepte une exposition du Musée de la Civilisation qui s'appelle « Corps rebelle sur la danse », c'est parce qu'ils savent que c'est bon et qu'ils savent que ça va leur permettre d'avoir une valeur ajoutée. Moi, je me suis servi beaucoup des relations internationales pour former même l'équipe à Confluence, parce que j'avais une nouvelle équipe que je transformais. J'ai voulu travailler, par exemple, avec Barcelone, avec le Centre des cultures contemporaines, parce que je trouve qu'ils sont extraordinaires. Ils étaient extraordinaires à l'époque, avec le directeur Joseph Ramoneda, qui était un muséologue hautement compétent. Et donc, moi, ça m'intéressait de travailler avec lui, pour qu'on puisse apprendre aussi. Et en travaillant avec lui, on obtenait aussi sa propre crédibilité. Et inversement, de travailler avec Genève de la même façon, ou avec Neuchâtel, etc. Donc, on finit par développer un réseau reconnu de compétences et des complicités qui deviennent aussi des complicités personnelles. Quand je suis arrivé au Victoria and Albert Museum, les conservateurs ne voulaient pas nécessairement nous prêter des objets, mais quand ils se sont rendus compte que j'étais une amie, entre guillemets, du directeur, là, toutes les portes s'ouvraient. Donc, c'est aussi la relation interpersonnelle est aussi excessivement importante. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de vous amener dans l'avenir. Maintenant qu'on a parlé un petit peu du fonctionnement des musées, des enjeux qu'il y a eu au cours des 30 dernières années, quels sont, à votre avis, les enjeux auxquels les musées vont être confrontés dans les 10 prochaines années? Ou auxquels ils sont déjà confrontés à l'heure actuelle? Ils sont déjà confrontés, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux questions de financement, mais j'oublie parce que c'est tellement facile, on va oublier ça. Mais il y a des changements aussi de type de public. On l'a dit tout à l'heure, les publics évoluent, se transforment, les nouvelles technologies ont apporté une nouvelle façon de faire. Non seulement une nouvelle façon de diffuser l'information, mais une nouvelle façon de présenter, de faire de la médiation, que ça change un peu les comportements. Et nos propres visiteurs sont influencés par les technologies. Donc, surtout les plus jeunes, c'est assez remarquable ce qu'ils cherchent. Donc, je dirais que la muséographie, en général, va évoluer et continue à évoluer grandement. Mais je dirais que le plus grand enjeu, et on le voit lors des débats du Conseil international des musées, c'est le rôle social des musées, je trouve, qui reste encore à définir correctement. Il y a beaucoup de muséologues à travers le monde qui veulent que les musées jouent un rôle social encore plus poussé,
hein, qui défendent, par exemple, une approche inclusive, qui défendent des principes liés à la diversité culturelle et qui veulent un engagement profond des musées. Donc, le musée comme acteur social, il y a un courant qui résiste un peu à ça en disant, nous ne sommes pas des militants, nous sommes d'abord des scientifiques. Et bien sûr, on est pour la connaissance, la diffusion de la connaissance, mais on n'est pas nécessairement pour le militantisme. Mais je trouve que le défi du militantisme est excessivement important à l'heure actuelle dans les musées, dans le débat des musées. Et quand je vois les courants, effectivement, par exemple, de valorisation de la différence, alors qu'on a toujours prôné plus l'unité humaine et le partage et la survalorisation de la différence, c'est un enjeu pour moi qui est excessivement important de trouver l'équilibre entre ça. Et un musée comme le nôtre, qui s'est intéressé beaucoup à la question et qui a défendu la question de la diversité culturelle et l'importance de la diversité culturelle, on défend aussi notre responsabilité collective, je dirais, terrienne et humaine. Oui, parce qu'il y a des enjeux de mondialisation, il y a des enjeux environnementaux également. Alors, ça, les enjeux environnementaux, on est déjà depuis de nombreuses années soumis à ça. Alors, non seulement à cause des sujets, des thématiques, mais même dans notre façon de concevoir et de pratiquer. Donc, les questions, par exemple, de récupération, de recyclage de nos propres expos se posent pour nous. Hein? Quand on fabrique un produit, est-ce que c'est éphémère où on va pouvoir le recycler et le récupérer autrement ailleurs. Donc, depuis longtemps, on se pose cette question-là. Mais de toute façon, les gens qui s'intéressent au patrimoine en général sont sensibles aussi au développement durable en général aussi. Il y a une corrélation de protection d'un territoire. Mais il y a une conscience aussi, je dirais, territoriale qui est en train de se développer. Et c'est vrai que les musées au Québec ont un double défi. S'assurer, premièrement, qu'on couvre l'ensemble des thématiques sociales et patrimoniales, parce qu'il y a des trous dans notre histoire. Comment on fait pour s'assurer que ces trous sont aussi remplis, complétés? Puis comment on se fait pour s'assurer que l'ensemble du territoire est couvert? Parce qu'on sait bien qu'il y a des régions qui ont peu de musées, hein, qui ont des centres d'exposition, mais peu de musées. Pourtant, ils ont un patrimoine. Et comment on fait pour s'assurer, effectivement, que l'ensemble des citoyens du Québec ont un accès facile et constant aux institutions culturelles? Vaste question. Et pour terminer, j'aurais envie de peut-être vous poser une question plus personnelle. Quels sont vos projets pour les années à venir, maintenant que le livre est devant vous et que vous avez également d'autres projets qui sont sur la table, si je ne m'abuse? Il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on dise. Ah, OK. On va rester discret. Je ne suis plus, soyons honnêtes, je ne suis plus dans la fabrication d'expos. Je suis dans le conseil davantage. Je suis... écoutez, cette semaine, je participe d'ailleurs à un colloque à Paris, en virtuel. Davantage de la pandémie. Et donc, j'ai beaucoup de travaux de ce type-là, d'échanges sur le plan national et international. Je fais partie des comités scientifiques d'une revue italienne. J'ai fait des choses de ce type-là. Donc, je suis plus dans le discours que dans la réalisation concrète des expos. Je pense que vous avez une précieuse expérience dont on a tout intérêt à tirer profit. Et c'est notamment ce que propose votre ouvrage « Passion de musée de Québec à Lyon » qui revient sur votre parcours et qui donne de nombreux conseils à ceux qui s'intéressent au milieu de la muséologie. Un grand merci, Michel Côté. C'est moi qui vous remercie.